Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Pas à Pas. Et aujourd'hui, un format un petit peu spécial. J'avais envie d'apporter un peu de renouveau et je vais lancer un nouveau format qui va s'appeler Parole d'athlète. Et en fait, tout simplement, je vais ramener un athlète avec qui je suis en suivi, que je coach depuis un certain temps. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, pour discuter de plusieurs sujets, faire un peu un retour d'expérience du coaching de manière générale et pouvoir laisser la parole aussi à mes athlètes. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, du coup, j'accueille Tom, qui est mon athlète depuis un peu plus d'1 an maintenant, c'est ça? On a commencé en avril 2023. On s'est vu officiellement pour la première fois fin mars 2023 et on a commencé le suivi le 2 avril. C'est ça. Donc ça fait officiellement à peu près 1 an. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, tout simplement. Ok. Bonjour à tous, moi c'est Tom du coup. J'ai 21 ans, je vais sur mes 22 mi-mai. Et dans la vie, je suis barbeur, enfin, je suis coiffeur barbier. Et du coup, je fais de la force athlétique depuis depuis 1 an. Et du coup, je suis coaché par Barnabé depuis 1 an. Dès que t'as commencé la force, en fait, t'as tout de suite pris un coaching. Ouais. C'est le fameux barbeur de la zone, hein, le connu maintenant, le barbeur de Montpellier, le meilleur barbeur de Montpellier même, on fait de la pub. Du coup, je vais tourner un peu ce format-là sous forme d'interview, parce que je pense que ça sera plus agréable à écouter, et aussi parce que les personnes que je vais inviter, du coup, n'ont quasiment jamais, toi t'as jamais fait de podcast, de vidéo, de choses comme ça. Donc, pareil, pour mettre les personnes à l'aise, je pense que ça sera un peu plus cool, autant pour les personnes qui écoutent que pour les personnes qui sont là. Ouais. Donc, dans un premier temps, du coup, est-ce que tu peux me raconter un peu comment est-ce qu'on s'est rencontrés, genre la première fois, du coup? Comment on s'est rencontrés la première fois? Alors, je me rappelle, la première fois qu'on s'est vu, c'était même pas fin mars, quand j'étais venu faire ma séance d'essai. J'étais venu une fois en février avec mon père, avec mon jeune père, juste faire la visite de la salle. C'est ça. Pour situer, du coup, c'était au Roots, encore à l'époque. Donc, le Roots, c'est pour ceux qui ont connu. Donc, j'étais gérant du Roots avec Charlie. Et du coup, c'était une salle de force athlétique, plus spécialisée, on va dire, force athlétique. Et du coup, on faisait aussi des coachings là-haut. Et du coup, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. T'étais venu juste pour visiter la salle au début? Ouais, juste pour visiter la salle au début. Moi, à l'époque, je faisais un petit peu de body, donc comme un random basic fit. Comme un bongo muscu, au final. Bongo muscu, exactement, ouais. Et tout comme bongo muscu, j'aimais bien les mouvements de force, donc le squat, le bench et le deadlift. Et mais je m'y connaissais pas trop en force, en fait. Et j'ai juste voulu m'ouvrir un peu sur le sujet. Et j'ai appris qu'il y avait aussi du matériel calibré, du matériel de compétition. Et j'ai appris du coup qu'il y avait le Roots, donc une salle avec du matériel calibré, que j'ai voulu visiter parce que je savais pas du tout qu'elle était à côté de chez moi. Parce qu'au final, pour situer, c'était genre une dizaine de minutes en voiture, même pas. En voiture de chez moi. C'était vraiment à côté. Du coup, je me suis dit, oh, la frappe. Du coup, je vais visiter juste pour voir et découvrir l'univers. Donc finalement, je suis arrivé avec mon père. Je suis tombé directement sur Barnabé qui m'a fait faire la visite de la salle. Et après, t'es revenu direct accroché. T'es revenu quelques fois faire des petites séances d'essai par-ci par-là et tu t'es inscrit officiellement. Je suis venu une fois, du coup. Je crois quand j'étais venu faire la visite, c'était janvier 2023. Février 2023, je suis venu tout seul un samedi faire une séance. Ça, je me rappelle. Et bien catastrophique la séance, catastrophique. Et j'étais venu faire une autre séance d'essai, du coup fin mars, le 27 mars 2023. Et c'est là que j'ai dit à Barnabé, ça y est, je suis sûr, je vais me lancer. Parce qu'en fait, quand on s'était rencontrés, je t'avais dit que j'hésitais entre le body. Ouais, tu voulais faire du body aussi. En fait, un body un peu plus carré. Pour moi, j'étais matrixé en mode, si je fais de la force, je vais perdre mon physique de body. Ouais, en vrai, t'avais encore les clichés de les powers qui sont tous gros, ou alors pas de physique. Ouais, clairement. Sauf qu'en vrai, on va en parler après, mais clairement pas. La vision, c'est vraiment pas ça. Ouais, mais c'est une bonne chose parce qu'on voit que, pareil, t'as évolué aussi en termes d'a priori que t'avais, parce que le power, forcément, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori dessus, que ça soit juste des gros qui soulèvent des charges lourdes en criant partout, qui ont pas de physique. Il y a ça, mais c'est vraiment pas que ça. Ouais, clairement, tu vois. Comme dans tout, tu vois, les clichés, c'est toujours, il y a une petite partie de la réalité qui fait partie des clichés, mais clairement, c'est pas la grande population, on va dire. Les power ont un très bon physique. Minorité. Exactement. Et du coup, donc, t'es venu au Roots. T'avais connu le Roots comment à l'époque? Par des personnes qui t'en avaient parlé, par les réseaux? Du coup, moi, j'étais à Basic Fit et je m'entraînais souvent avec 2-3 collègues. Et ces 2-3 collègues-là, eux, étaient un petit peu plus renseignés dans la force que moi.
Et du coup, c'est juste eux qui m'ont, c'est Ils juste t'ont du attiré, bouche à oreille, okay. et du coup, c'est comme ça que j'ai connu De manière, globalement, le Roots fonctionnait beaucoup comme ça. C'était une personne qui venait, qui en parlait autour. Et vu qu'on avait quand même globalement une très bonne ambiance, tout le monde s'entendait bien, bah forcément, ça allait assez vite en bouche à oreille. Les personnes qui voulaient se lancer dans le power, généralement des débutants, etc., ils n'hésitaient pas à venir au Roots parce qu'ils savaient que ça allait être bien accompagné. D'ailleurs, en parlant d'accompagnement, du coup, bah on a commencé tout de suite en suivi ensemble. Dès que tu t'es inscrit, donc nous à l'époque, on avait une offre avec le suivi de la salle plus l'accès à la salle, tout simplement. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi particulièrement? Est-ce qu'il y avait une raison, bah, comme dit, c'était à la salle? Est-ce que c'était le tarif? Est-ce que c'était juste comme ça? C'était juste comme ça, je pense que c'était plus hasard. Ça aurait pu être toi, comme ça aurait pu être Charlie, vu que vous étiez que 2 gérants à l'époque. Et peut-être même Guillaume. Est-ce que Guillaume était déjà en stage chez nous? Je crois que Guillaume était déjà en stage chez nous. Oui, je l'ai connu, Guillaume, ouais. Et, mais non, c'était juste pur hasard parce que juste t'as su me parler. J'ai su être pédagogue. T'as su être pédagogue, t'as su m'expliquer un peu la force, t'as su. Ouais, parce que je crois que les quelques fois où t'étais déjà venu t'entraîner, bah, comme toujours, on donnait un peu des cues, des petits conseils, des comme ça, et ça marchait bien au départ, donc je pense que ça a pu renforcer son fait même, aussi que tu étais vachement ouvert, t'étais vachement, très pédagogue avec moi, et moi, je suis quelqu'un, quand on est pédagogue avec moi, bah, tout de suite, ça m'attire, et même, j'ai besoin de ça, que ce soit dans le sport ou même dans ma vie de tous les jours. Là, t'as besoin de quelqu'un qui sache bien t'expliquer les choses pour que tu comprennes. Et du coup, bah, au final, on se retrouve un an plus tard, c'est quand même cool. Au début, qu'est-ce que t'attendais du suivi? Comment est-ce que tu pensais que ça allait se passer? Voilà, décris-moi un peu. Qu'est-ce que j'attendais du suivi au début? Bah, en réalité, vu que j'avais aucune connaissance, bah, c'est un peu toi, tu m'as un peu guidé de fil en aiguille, à là où on en est aujourd'hui. T'avais jamais suivi, même en body, en body, non, jamais de coach. Bah, en fait, quand on a démarré le suivi, je t'avais dit que je voulais faire un format un peu power building. C'est vrai, putain. C'est vrai qu'on était passé par la case, je vais être esthétique et je vais être fort. Ouais, bah, en fait, c'est un peu les conditions que je lui ai fixées. Je lui ai dit, bah, le physique que j'ai, j'aimerais que l'améliorer, ou alors le maintenir, mais exploser mes perfs. Et je ne sais pas comment. Je me retrouve un an après à être full FA. Vraiment. Être matrixé par la FA. À détester les renforts, littéralement. À détester du curl biceps, à détester alors tout ça. Alors que tu jurais que par ça, alors quoi. Tu leg extension de la presse. Ouais. Et sauf qu'en vrai, il n'y a pas de raison particulière pour lesquelles on a dévié vers ça. Juste, ça s'est fait naturellement. On s'est même pas mis d'accord, en fait. Au fur et à mesure du temps, il y a plus en plus de spécificité au final, et ça a très bien. J'ai juste voulu m'améliorer sur les 3 mouvements, le S, le B et le D, et au final. Ouais, au final, au fur et à mesure du temps, tes objectifs, ils ont un peu évolué quand même, et t'as un peu plus mis la priorité sur la FA, et surtout, t'as vu que, avec la FA, ton physique, il évoluait bien aussi, tu vois. Je vais vous dire une chose, franchement, pour ceux qui nous écoutent, j'ai jamais eu un meilleur physique en faisant de la FA que en faisant du body. Il faut dire les termes. Moi, j'ai dit les termes. Et c'est pas que du vent, c'est réel. Et après, j'ai pas un gros physique, mais j'ai vu. Mais ton physique a quand même évolué. Et physique a évolué. T'as perdu du poids, t'es devenu plus sec, t'as pris de la masse musculaire et t'as pris en perf. J'ai pris en perf. Physiquement, je suis quasiment aussi volumineux que quand je suis arrivé. Même un peu plus, alors que t'es quand même plus léger, tu vois, t'as quelques kilos. Et j'ai quelques kilos en moins, je suis plus sec. Et les perfs, bah, on en discutera après, mais ça a bien. Mais ça a bien évolué. Bougé, Et du coup, bah, on parle d'évolution de manière générale, mais du coup, comment toi t'as évolué? Donc là, on vient de parler de l'aspect en physique, donc on l'a dit, t'as perdu du poids, t'es plus sec, t'es plus musclé, du coup, évidemment, et t'es plus fort. Là, on parle du physique, mais mentalement aussi, ça m'a fait évoluer parce que j'ai toujours été quelqu'un, bah, encore une fois, que ce soit que dans le sport ou dans tout, de très sûr de lui, sûr de soi. Ouais, très sûr de toi. J'ai toujours été très sûr de moi, très à la limite. Très trop, peut-être même. Très trop, voire même à la limite hautain. Parce qu'en fait, quand t'es là, t'es à Basic Fit. En fait, on faut en parler. Tu fais un deadlift à 140 kg ou à 160. Les gens sont impressionnés. Bah, et surtout, il y a quelques années, maintenant un peu moins. C'est simple. Plus de power, je suis arrivé aux routes. En fait, non, Zero Van, ça a été vraiment le déclic. Genre, bah, tu prends une baffe parce que, bah, tu vois le niveau et en fait, tu te dis, bah, ok, en fait, je suis rien. En fait, à Basic Fit, tu te sens fort. Et en fait, quand tu vois la réalité des choses, et sans mentir, ce sport, ça m'a vraiment fait redescendre sur terre et ça m'a aidé dans même ma vie quotidienne. Ouais, parce que du coup, t'étais en mode, je suis le roi du monde. Je suis plus les pieds sur terre, en fait. Ouais. Bah, en fait, surtout qu'on avait quand même pas mal d'athlètes avec un très bon niveau qui s'entraînaient. Bah, je pense notamment à Corentin Clément, je pense à Charlie, je pense même à des athlètes qui sont inconnus, mais qui ont inconnus, on va dire, du grand public, que peut-être vous connaîtrez parce que vous êtes dans le cercle proche, etc. Ouais. Mais qui ont un très bon niveau et du coup, forcément, bah, quand on arrivait aux routes, il y avait quand même des athlètes d'un certain acabit, on va dire. Vraiment. Et pour les personnes qui, justement, comme toi, étaient très confiantes, sont arrivées. Ouais, en fait, c'est juste l'esprit
t'es en salle commerciale et c'est un peu tu veux prouver, tu vois, alors que là quand t'arrives, tu veux prouver, tu vois qu'il y a des gens qui veulent pas prouver et juste qui te redescendent, mais même pas forcément. Mais en fait, ils ont même pas besoin de parler, juste tu regardes et tu te dis ah ok. Et c'est clairement pas du rabâchage, on va dire négatif, c'est juste ils sont là en mode gros, moi j'ouvre pas ma gueule et pour autant je pourrais genre bosse encore plus et bosse encore plus et tu seras aussi. Et ça en vrai on en parle souvent, mais le fait d'avoir un environnement de travail, on va dire un environnement global qui vous permet de bien évoluer, c'est dingue. Là je pense notamment en vrai à l'exemple de Loïc qui est descendu il y a pas si longtemps dans le sud et qui le disait lui-même dans ses podcasts, le fait d'aller dans un environnement où il y a que des gars qui sont genre entre guillemets matrixés par ça mais qui se la donnent, il a aussi énormément progressé. Ça, il progresse de zinzin, notre Loïc. Loïc, gros SO à Loïc, qui me fait souvent des SO dans les Kokoro. Donc, j'y passe aussi un petit SO. C'est vraiment un bon gars. D'ailleurs, écoutez ces podcasts Kokoro, très intéressant. Voilà, je fais sa petite pub en même temps qu'à faire. Loïc, j'ai fait sur Insta. Ça va tout mettre, c'est TikTok, Snapchat, tout. Mais, du coup, clairement, en fait, t'as eu ce truc où peut-être t'es arrivé très confiant et t'as pris une claque un peu en mode, ah ouais, il y a des gens qui sont très forts, tu les entends pas beaucoup, mais par contre, ils t'allument, quoi. Ouais. Et en vrai, c'est bien parce que mentalement, t'as beaucoup évolué, comme je trouve, de mon point de vue, t'as quand même beaucoup pris en maturité, depuis en un an, c'est peu, un an au final dans une vie, mais je veux dire à nos âges, parce que toi, du coup, tu l'as dit, t'as un 2003, donc t'as 2002, merde, pardon. Donc t'as 22 ans cette année, moi j'ai 23 ans cette année, et au final, un an, ça peut quand même représenter beaucoup de changements. Non. Et là, en l'occurrence, le physique en soi, certes, c'est cool, mais je trouve le point où t'as le plus progressé, surtout au niveau mental, gestion de toi-même, même si il y a encore de la progression à faire, mais ça, on y reviendra. Mais franchement, la différence entre Tom d'il y a un an et Tom d'il y a maintenant, c'est déjà un monde. C'est énorme, tu vois. Donc ça, c'est très très cool que au niveau mental, ça a évolué. Après, comme on l'a dit, l'environnement joue beaucoup. Le fait d'être entouré avec des personnes qui sont bienveillantes, qui te conseillent, qui t'accompagnent, pas des personnes qui cherchent à te rabaisser ou au contraire à te montrer qu'elles sont bien plus fortes, etc. Ça joue beaucoup et dans la progression et dans l'aspect global. Et de toute manière, aux Roots, on a gardé un peu un cercle quand même assez proche, mais au final, c'est des personnes avec qui on s'entend bien et qui ont un vrai environnement sain, tu vois, au final, de travail et même de relations sociales de manière générale. On se rend pas compte des gens avec qui on s'entraîne, même avec qui on traîne, genre c'est... je crois qu'il y a une expression qui dit qu'en gros, t'es la moyenne un peu des 5 personnes que tu fréquentes le plus, tu vois. Donc si ces 5 personnes, je sais pas, je dis une connerie, mais sont au chômage, sont alcooliques, n'importe quoi, forcément, t'as pas énormément de chances de faire de bonnes choses, alors que là, quand t'es entouré de personnes qui ont un mode de vie sain, sans être dans l'extrême non plus évidemment, mais qui prennent soin de leur corps, qui sont une bonne hygiène de vie, qui se la donnent, qui prônent des belles valeurs, ça forcément ça donne envie de progresser encore plus et d'être au niveau au final de ces personnes-là, pas forcément au niveau en termes de perf, mais au niveau en termes d'investissement, d'envie, c'est que des personnes qui te poussent à aller vers le haut en fait, c'est ça, tu vois, poussent à faire comme elles, même c'est des personnes inspirantes quoi. Moi sans mentir, de toutes les personnes avec qui je m'entraîne à la zone, chaque personne je trouve est inspirante et chaque personne a quelque chose à m'apporter. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment chaque personne avec qui je m'entraîne est super intéressante. Même avec les années, j'ai fait en sorte soit dans ma vie privée ou quoi, de réduire un petit peu mon cercle. Plus les années passent, plus mon cercle est réduit. Pas dans l'extrême non plus, parce que le but c'est pas être solitaire et être triste, tu vois. Sûr. Mais je pense juste m'entourer des bonnes personnes, des personnes qui tirent vers le haut. Que la qualité prime quand même largement sur la quantité au final. Mais non, clairement, tu vois, chaque personne dans le groupe a des choses à apporter, des connaissances, des compétences, des trucs aux autres, tu vois. Et ça c'est cool. Tu vois, pareil, on est dans un cercle où c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, là, on a parlé donc autant de l'aspect physique, autant de l'aspect mental. Mais le plus important, évidemment, reste un sport de performance. Je connais pas un sport santé, on a un sport de performance. Comment est-ce qu'elles ont bougé tes performances depuis le départ? Déjà, si tu pouvais les situer au début, donc quand t'es arrivé. Alors, quand je suis arrivé, on a démarré le suivi. On se regarde parce qu'on sait. On a démarré le suivi. J'avais un squat à 150. RPE 10, mais bonne depth quand même. Soul, c'était le seul. Squat, j'ai démarré avec un squat à 150. C'était pas un mauvais squat, ça, effectivement. J'ai démarré avec un bench sur le point faible à 90 pour un PDC de 87. Ouais, quand c'est arrivé, je faisais 87. Ouais, t'étais pas loin. Une fois poids de corps au bench, stylé. Ouais. Et j'ai démarré avec un terre à 160. J'avais déjà tiré plus, mais... le terre au niveau des standards. Au niveau des standards, on va dire vraiment bon standard, 160. Bon standard. Non. Standard. Vraiment la norme. Et ça, c'est un truc aussi, c'est toujours le gros point généralement quand je commence un suivi avec un athlète, c'est la mise au standard. Parce que des performances hors standard, ça vaut rien en soi. Parce que si tu fais un 99% de squat ou un 1% de squat,
Compétition, c'est 3 rouges. Après, évidemment, tout le monde ne veut pas faire de compétition, ça s'entend, mais je pense que fixer certaines règles, toujours de l'exécution, toujours pareil, c'est bien, parce que si au final, par exemple, toutes les semaines, t'augmentes ton squat, mais toutes les semaines, tu descends de moins en moins, est-ce que c'est vraiment une progression? Vraiment pas. Donc au début, c'était le gros point. On a perdu des kilos sur le premier bloc au départ. Sur les premières semaines, on a perdu des kilos parce que j'étais en mode intransigeant au niveau des standards. Oui. Mais c'est très vite remonté au final. Je crois déjà dans le deuxième bloc, il y a des pertes tout le temps. Même premier bloc, fin du premier bloc. Fin du premier bloc. Bon, on repense à la fin du premier bloc où je m'écrase sous 162, mais je passe quand même 157. Donc déjà sur un premier bloc, sachant que t'as bien mis au standard, que c'était le début des RPE aussi, c'était le début d'une prog tout simplement. Premier bloc, je gère mieux mes RPE qu'actuellement au bout de 11 blocs. Non, ça dépend des fois. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Mais ouais, du coup, t'avais fait quoi, 157 157, j'avais fini avec un bench à 110. 107 115, mais standard. Ouais, donc mais pareil. On va dire 110. Ouais. Et Inter à 170. Et Inter à 170, parce que 180, pas de standard. Donc, en vrai, les perfs ont quand même bien évolué. Et là, le bench qui a pris 20 kilos en ouais, le bench avait beaucoup bougé, parce que techniquement, c'était vraiment pas top, hein, honnêtement. Et là, actuellement, elles en sont où tes perfs? Parce qu'en plus, je le sais parce que je pose la question, évidemment, je connais la réponse. Évidemment. Mais parce que t'as eu ta fin de bloc, là, il y a quelques jours. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça fait à peu près un an après, en termes de performance? C'est passé d'un squat de 150 à un squat à 177,5. Ouais, t'as passé d'un bench de 90 à un bench à 127,5. Et t'es passé d'un terre de 160 avec des standards OK à un terre à 205 avec standard. Donc, ça fait quand même pas mal au final. Ça fait 27 sur le bench, 27 sur le bench. 27 sur le squat, 37 sur le bench. Donc, on est déjà à 65. Ouais, 65. Ouais. Et sur le 45 kilos sur le terre. Donc, on a officiellement un plus 110. Là, je suis une bille en calcul. Mais au moins, sais qu'à mon premier SBD, j'étais à 390 au début de notre suivi. Et là, du coup, t'as fait combien récemment? 510. Donc, théoriquement, un plus 120. Plus 100. Sachant que tes perfs, tu les avais pas fait toutes sur la même séance aussi au début. Pas au début, non. Donc, en un an, plus de 120, c'est bien. Même s'il y a évidemment eu des grosses phases de stagnation, quelques fois de régression. Je pense notamment au bench. T'avais bench 115 à la fin du premier bloc. Bah, en fait, j'ai bench 115, quoi. J'ai mis un an à revendre le bench. Bah, en fait, c'est simple. Fin du premier bloc, je bench 115. Du coup, les standards étaient pas top, c'était quand même. Les standards étaient pas top, mais au moins, j'avais réussi à lock 115. Enfin, à verrouiller 115. Et t'as pas du coup, le bench a pris 25 kilos en un bloc. Et durant 10 blocs, le bench n'a pas pris 1 kilo. Mais il s'est redébloqué que très récemment, il s'est débloqué que très récemment. Et du coup, pareil, t'as repris quasiment 15 kilos sur un bloc. T'es passé là, actuellement, sur deux blocs, on va dire, t'es passé de 115 à 127. Ouais, j'ai pris 12 kilos. Et c'est vraiment ce truc de, quand on regarde, et en fait, c'était là qu'on se rend compte. C'est là qu'on se rend compte que la progression, c'est pas seulement sur la charge absolue, c'est vraiment quand je vois ma technique de 115 premier bloc à si je passe 115 maintenant. Et surtout maintenant 115 c'est une barre qui est largement banalisée. En fait en un bloc il y a eu un gros déclic à ce niveau-là et c'est assez intéressant de voir encore une fois la progression, ça se fait pas que via la charge absolue, même si ça pareil au début du coup t'avais aussi un peu de mal à le comprendre et t'étais en mode juste moi je veux que ma single elle monte tout le temps et ouais, sauf qu'en fait la progression c'est pas ça, mais après en fait on est matrixé par ça. Quand on vient de commencer, je l'ai été. Ce qui est normal, ça m'arrive de l'être encore actuellement. On sait pas aussi forcément les autres formes de progression qu'il peut y avoir. Et en fait, une fois qu'on découvre qu'on peut relancer de la progression via d'autres axes, comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode, je crois que c'était l'épisode 3, les différents axes de progression, que ce soit via le volume, via l'RPE, via la technique, via les appréhensions, via les standards, via plein de choses. Et au final, on a su enchaîner des bons blocs où les paires ne sont pas tombés en single, mais au bout d'un moment, j'ai dit gros, t'inquiète, ça va tomber. Et pendant un bloc, au final, ça a fait 115, 117, 120, 122, 125 et 127 là récemment. Même, il me semble, on en parlera après, mais post-Silent Worker Meet, tu m'avais mis un bloc de triplé. Fin du bloc de triplé, j'ai fini avec un triplé à 112 au bench, et c'est à partir de là que ça a explosé. Ça a relancé. T'as eu un bloc de doublé où t'as terminé de souvenir à 120. Et le bloc de single où t'as terminé à 127. Ouais. Et donc, au final, on voit que la progression, en dehors du fait qu'elle ne doit pas être faite que via le 1RM, on va dire la single à 10, bah, c'est pas linéaire. Non. Là, en l'occurrence, comme dit, un mois, 25 kilos, et on est en mode, je suis le roi du monde. Pendant 10 mois, ça bouge pas, on est en mode, j'ai envie de me foutre en l'air. Pendant 10 mois, tu passais des barres à 100 kilos, RPE6 pour ensuite te manger des murs quand tu rechargeais 100 kilos. Ouais, et quelquefois, même 110, ça passait très bien. 112, non. 112, tu restes en bas, vraiment. Et en fait, ça aussi, ça fait partie du jeu. Mais tu vois, à ces moments-là, par contre, quand ton bench est stagné, ton squat bougeait bien, ton terre bougeait bien.
Mais en fait, ce sport n'est jamais linéaire. Après, c'est pas plus mal, mais en fait, ce serait trop beau si tout était linéaire. C'est le fameux même, tu sais, où t'as les trucs où t'as squat, bench, deadlift, quand t'essayes d'allumer les 3 lumières, il y en a forcément une qui s'éteint, tu vois. Mais en fait, c'est littéralement ça, genre. Ouais. Bah en fait, ça peut pas être linéaire au début, forcément. Quand vous mettez en place des gros ajustements techniques, que vous commencez le prog, c'est quasiment normal que vous preniez beaucoup de kilos au début. Mais après, relancer une dynamique sur les 3 mouvements simultanément, bah, ça peut être compliqué, et pour autant, c'est pas grave. On peut mettre l'accent sur certains blocs, sur le squat, sur le terre, sur le bench. Et au final, ce bloc-ci, bah, ça s'est plutôt bien passé. T'as PR partout. T'as fait un gros PR au bench, globalement. bench, surtout. T'as allé chercher un peu de kilos au squat, t'as cherché un peu de kilos au terre, mais le total a bien monté, c'est ça. Donc je voulais 500. Au final, 510. Ouais. Au final, c'est bien, tu vois, parce que. Je sais pourquoi je voulais absolument faire 500. Il y a des rivalités qui sont en jeu. Ça sera peut-être l'occasion d'en reparler justement avec ce bon vieux Xav parce que je compte bien aussi l'inviter pour un épisode, pour discuter de ça, cette petite rivalité. Et ça, d'ailleurs, bah, c'est cool qu'on en parle parce que. J'ai un tatouage sur la cheville maintenant. C'est clairement, il t'a marqué à vue, quoi. Marqué à vue. Mais, bah, ce truc-là aussi où, on reviendra dessus un peu plus en détail, mais t'as fait une première compétition du coup qui s'est déroulée en décembre, donc le Center Kermit Winter Edition à Lyon, donc j'avais fait aussi un petit épisode là-dessus. Et justement, je crois que t'as eu l'inscription 3 mois avant, quelque chose comme ça. Septembre, ouais, donc à peu près 3 mois avant, et avec Xavier du coup qui fait partie de la salle aussi. Ça se chauffait un peu, ça se charriait un peu. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça, genre est-ce que ça t'a motivé, est-ce que ça t'a démotivé, est-ce que c'était positif pour toi, négatif, peut-être sous différents. En fait, ça me motivait. En fait, ça me motivait autant que ça me démotivait parce que en fait, je suis quelqu'un. Dès que je vais pas être en forme, et ben tout de suite ça va. Ouais, c'est de charrier un peu quand t'étais pas bien, ça te remettait au fond du trou. Ça me remettait au fond du trou mentalement. Maintenant, je pense avoir appris mentalement à. Bah, c'est des épreuves aussi de faire ça. Gérer, à me dire que rien n'est linéaire en fait. Et pour moi, il fallait que je fasse plus chaque semaine afin de faire mieux, juste de le battre. Et puis surtout, en fait. pour savoir, ils s'entraînent. C'était les lundis, vous aviez vos SBV, vous entraînez ensemble, et du coup ça chauffait. Bah c'était vraiment, c'était pas méchant, c'était de bonne guerre, vraiment bonne guerre. Et en fait, c'était vraiment très serré. Même quand on demandait l'avis de qui allait gagner l'autre, c'est un peu un 50-50. C'était vraiment 50-50 parce qu'en fait, les kilos que on avait à peu près le même squat. J'avais quelques kilos d'avance au squat. Au bench, je lui mettais une tempête. mais je vanne pas. Mais lui au terre me met une tempête. Ouais. Et en fait, ce que je lui mettais au bench, lui le rattrapait au terre. Mais au terre, il m'en mettait un petit peu plus qu'au bench, mais moi, je le rattrapais au squat. Donc, c'était très serré. Et au final, ce qui a déterminé le jour J, c'est, je pense, en partie le stress, la forme, tout simplement. Hype. Ouais, en fait, il y a eu l'essence même d'une compétition, tu vois, les incertitudes qu'il y a, par exemple, le déplacement, les trucs comme ça. Et même le fait d'avoir enchaîné une prépa sur 3 mois et avec autant d'intensité et autant de niaque à l'entraînement, et je voulais juste éteindre Xavier, en fait, tu vois. Et ben, en fait, je pense que c'était très fatigant, et le jour J, après, le jour J, on en reparlera après, mais la forme n'était pas la meilleure non plus que j'ai pu avoir. Et encore une fois, c'était une première compétition. C'était une première compétition, aussi, voilà. Et le but, c'était aussi de prendre une première expérience. Il y avait ce petit challenge-là qui motivait un peu plus et qui permet de se la donner un peu plus. À titre personnel, pareil, j'ai déjà eu des petites compétitions avec mon boug du chauffe. Où pareil, c'était sur un Center Kermit, du coup, mais de Summer Edition, ouais. Et on s'était chauffé, pareil, une longue prépa de 3 mois. Et ça a fait tenir sur la prépa. Il y a pas mal de fois où je voulais abandonner à cause de douleurs ou tout comme ça, où j'étais vraiment au fond du trou. Au final, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui se la donne autant, ça permet de vraiment vous challenger et vous forcer un peu à sortir de votre zone de confort et vous dire, bon, bah, si là je prends du retard, lui, il arrête pas d'accélérer, donc faut y aller, c'est ça. Et certes, il y a eu des conséquences, on va dire, un peu en termes de fatigue, et la redescente post-comp a été assez énervée. La redescente post-comp, je me suis jamais senti aussi mal. C'est normal. Parce qu'en fait, tu mets tellement d'intensité et tellement d'investissement en 3 mois. Surtout, en plus, là, le résultat était pas à la hauteur de ce que tu voulais. Évidemment, tout le monde veut gagner, hein, c'est logique. Ouais. Mais du coup, la redescente, elle est en mode, waouh, est-ce que j'ai vraiment fait, est-ce que j'aurais vraiment dû faire ça? Est-ce que c'est vraiment ce qui me plaît? En fait, durant la redescente que j'ai eu post-comp, j'ai mis tellement d'intensité pendant 3 mois et tellement. C'est long, hein, quand t'as la gueule dans le guidon. Et tellement d'envie pendant ces 3 mois et le jour J. En fait, post-comp, je me suis dit, bah, ok, pourquoi ce sport, en fait? Pourquoi ça? Et même, genre, une semaine, post-comp,
j'allais à l'entraînement, je savais pas pourquoi, surtout que tu m'avais laissé une semaine libre. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit, une semaine libre, mais ok, mais je vais faire quoi? Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance d'être suivi et d'être bien entouré. Et parce que justement, j'avais fait ça pour te laisser un peu plus de liberté. Mais je me suis rendu compte que juste, c'est toi, t'as besoin d'être cadré. T'as vraiment besoin d'être cadré. Parce que, certes, tu sais t'entraîner, hein, objectivement, je veux dire, ça fait quand même 10 blocs qu'on fait ensemble. Je veux dire, si tu devais te faire un bloc, t'arriveras à le faire. Peut-être pas le meilleur, mais t'arriveras à faire un bloc. Mais le fait d'avoir quelqu'un où surtout tu te prends pas la tête qui me dit quoi faire, qui me rassure, qui me dit, genre là, il faut que tu fasses ça. Ouais, c'est ça. Et c'est assez important. Mais du coup, je pense que t'as pu aussi prendre conscience de que ce que le sport et du coup plus particulièrement la FA représentait pour toi, tu vois. Genre, dans ta vie de manière générale, que ce que le sport représentait, est-ce que c'était genre, je sais que à titre personnel, par exemple, le sport c'est littéralement ma vie parce que j'en fais tout le temps, je taffe autour de ça, etc. Tu vois. Mais genre pour certaines personnes, c'est juste une passion, c'est juste un passe-temps, c'est un défouloir. Pour toi, c'était quoi le sport avant, on va dire, de rentrer dans la dernière année, tu vois, parce que la dernière année est quand même assez spécifique. Le sport, ça a toujours à peu près fait partie de ma vie. J'ai eu des périodes aussi longues sans sport. En fait, j'ai pas fait 10 000 sports non plus. J'ai fait 1 an de judo quand j'étais petit. Je sais que j'ai fait 3 ans de foot et j'ai fait 1 an de tennis. Ouais, donc mais après, chronologiquement, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avant et après. Ensuite, je sais que quand j'avais 16-17 ans, je me suis lancé à faire de la muscu comme un jeune comme un peu tous les jeunes muscu de 17 ans qui se lance. Exactement. Sauf que forcément t'as pas les connaissances. En fait, j'ai mon père qui est là-dedans, enfin qui fait du body depuis 30 ans en plus. Donc c'est un peu lui qui t'a insufflé ça, le fait de commencer à t'entraîner. Ouais, en fait, je savais m'entraîner, par exemple tout ce qui était mouvement. En fait, j'avais pas des exécutions catastrophiques, mais diète forcément vu que j'avais 16-17 ans, je suis chez maman. Bon, c'est toujours actuellement. Mais diète, ça suivait pas, je mangeais pas assez, juste je m'entraînais, même si je m'entraînais bien, forcément à côté tu manges pas, t'as un rythme de vie pas ouf, et ben en fait, tu vois que ça marche pas, t'as pas de résultat et tu lâches. Du coup, en fait, j'ai perdu 2 ans, donc de mes 16 à 18 ans à peu près. Du coup, après, j'ai juste tout arrêté. Ensuite, j'ai juste fait mes études, ce que j'avais à faire. Et je sais que j'ai repris la muscu. Pareil, de mes 20 à mes 21 ans. Ouais, et après, du coup, j'ai basculé en FA, mais quand j'ai fait la muscu de mes 20 à 21 ans, là, j'étais beaucoup plus carré, même trop, et du coup, j'ai même fait un peu n'importe quoi au niveau de la diète. Ouais, t'étais dans l'autre extrême en mode. J'étais dans l'autre extrême. Au début, je faisais pas ce qu'il fallait. Et après, tu faisais. Mais en fait, je faisais limite trop de ce qu'il fallait, et après, physiquement, j'en payais pas les pots cassés, c'est ça l'expression. Ouais. Parce que en vrai, j'avais pas un physique non plus horrible. Mais j'optimisais pas ça à fond. Forcément, je savais toujours pas accompagné. Oui, en fait, moi, je voyais juste flocons d'avoine, whey, beaucoup de glucides pour prendre, alors qu'en vrai, il en faut beaucoup, mais quand t'es à 400 grammes de flocons d'avoine par jour. Ah, surtout, c'est putain dans le ventre. Dans le ventre, mon gars. Mais du coup, donc c'était plutôt, on va dire, ça faisait partie de ta vie sans pour autant avoir une grande place. Mais après, j'ai toujours été entre guillemets fan de foot, mais j'ai fait que 3 ans dans ma vie. J'ai toujours suivi le foot dans ma vie, donc en soi, le sport a toujours eu une place dans ma vie. Après, mais j'en ai pas pratiqué toute ma vie non plus, quoi. Et là, du coup, est-ce que ton rapport au sport et du coup plus particulièrement à la FA ou on va dire au renforcement, on va dire de manière générale, mais du coup au sport, est-ce qu'il a évolué depuis la dernière année? Est-ce qu'il prend plus de place dans ta vie, moins de place? Est-ce que c'est plus positif, négatif? Ça a changé comment un peu depuis que, on va dire, on va partir du... je bégaye, c'est terrible. On va commencer à partir du moment où t'es venu aux Roots et du coup on a commencé le suivi parce que je pense que c'est un peu là qu'il y a été l'élément déclencheur de on rentre sur une période où t'es plus sérieux, plus carré de manière générale. Je pense que j'ai vraiment été sérieux dans la genre j'ai vraiment commencé à m'y mettre à fond à partir du moment où j'ai su que j'allais faire ma première compétition. Ouais, où t'as mis une dose d'investissement supplémentaire. J'ai mis une dose d'investissement supplémentaire à partir de septembre 2023, je dirais. Mais pourtant, ça veut pas dire que tu faisais de la merde non plus de avril à septembre. Juste, mais pour moi, j'aurais pu donner plus, mais j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, c'est maintenant, et ce jour-là, il va falloir que je monte. Donc là, faut que je sois encore plus à 200%, tout le temps. Ok. Et non, depuis la FA, en fait, non, c'est vraiment depuis septembre. En fait, j'ai toujours eu un train de vie, entre guillemets, normal depuis de mars jusqu'à septembre, en fait. Juste, je m'entraînais. J'allais faire mon taf, je rentrais chez moi, mais sans pour autant que la FA prenne une grosse partie de ma vie, juste
je faisais le job, ce que j'avais à faire. Un train-train un peu quotidien. Un train-train un peu quotidien. Comme un mec qui va à la salle faire sa séance de body pendant 45 minutes, il se casse. Comme un mec qui fait son foot, qui fait son surtout qu'à l'époque, c'était moins long parce que j'étais plus axé power building, les premières prog avec Barnabé du coup. Et mais je suis devenu un petit peu plus matrixé depuis mon inscription à la compétition en septembre. Et tu t'es dit là c'est sérieux, maintenant il faut que j'y aille. Ouais, mais en fait pendant ma prépa, j'étais un peu trop dans l'extrême, que ça serait percuté sur ma vie de famille. Enfin, faut savoir, je vis seul avec ma mère. Ça se répercutait beaucoup sur ma vie familiale, sur ma vie, sur mon cercle d'amitié aussi. En fait, je faisais plus rien. Je vivais pour ça. Je vivais pour cette prépa. T'étais parti dans l'autre extrême. Je m'éloignais de tout. J'étais parti dans l'autre extrême. Je voyais que par cette prépa, que par cette compétition, que par tunnel vision là-dessus, tac, 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 et il y a que ça qui compte dans ma vie, quoi. Sauf qu'en fait, je me suis fait, en fait, là, c'est justement ça, cette redescente post-comp qui n'est pas agréable, mais qui aussi m'a beaucoup servi et qui m'a fait remettre les pieds sur terre pour la énième fois. tous les mois, ça remet les pieds sur terre. Et en fait, je me suis dit, en fait, il faut juste que j'apprenne à doser. Et en fait, il y a un moment pour tout, il y a un moment pour s'entraîner, un moment pour ton taf, un moment pour tes amis, un moment pour ta famille. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut arriver à. En fait, pour moi, concilier tout. Pour moi, t'arrives à être fort quand t'arrives à tout mettre, à tout répartir. Ouais, bien gérer tout. Et ça, du coup, c'était une des questions que je voulais te poser. C'est, est-ce que tu trouves que les résultats, alors soit de la compétition, soit de manière générale, les résultats que t'as eu, sont à la hauteur de tes investissements? Et du coup, ce que tu me dis, c'est plutôt, non, t'as l'impression que tu t'as investi beaucoup et que les résultats sont pas forcément aussi élevés que tu pouvais l'avoir. Et je pense que ça, c'est un des trucs, j'en ai déjà parlé en plus dans l'épisode avec Loris, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens se mettent à fond la gueule dedans, dans ton cas, typiquement, que sur l'entraînement. Tu pensais que entraînement, et tous les à côté, c'est-à-dire, typiquement, récupération, alimentation, la marche, qui fait partie de la récupération, tout ce qui est mobilisation, c'est pour limiter les risques de douleur, de blessures, les choses comme ça. En fait, tout ça, pour toi, ça n'existait pas et tout passait que via l'entraînement. En fait, pour moi, tout passait via l'entraînement, sauf qu'en réalité, je me suis rendu compte que la FA et même en soi le sport en général n'est pas que ça. En fait, si tu veux être performant dans ton sport, l'entraînement de ce sport en particulier va être 60-70% du taf. Après, faut pas oublier qu'il y a aussi 10, 20, 30% derrière qui vont être le sommeil, l'alimentation, la récupération, même tout bête, mais ton cercle. Bien sûr. Comme on a dit, un environnement sain, ça peut aussi jouer. Ça veut pas dire qu'il faut s'occuper de toutes les personnes qui ne font pas du sport à fond. Moi, c'est un peu l'erreur que j'avais fait pendant cette prépa-là. En fait, je m'étais coupé de tout, en fait, ça n'allait pas trop avec maman à la maison, parce que j'étais quasiment jamais là. Je passais mon temps. T'étais au taf, tu t'entraînais, En fait, c'était métro, boulot. Boulot, entraînement, dodo. Ouais, j'allais faire ça comme Mais ça, c'est important parce que aussi tu l'as compris récemment aussi. On en parle rapidement, mais tu t'es fait un peu mal au dos, les choses qui arrivent. Hein, voilà, ça fait partie du game. On sait qu'on n'est pas un sport santé, mais du coup, maintenant qu'on a mis en place des choses justement au niveau de l'alimentation, au niveau de la récupération, voilà, SOLOI toujours, on va la retrouver dans tous les épisodes maintenant. Exactement. Au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, etc. Et tu sens que ça va aussi mieux. Et pareil, les résultats sont, en fait, là, c'est limite quasiment de l'instantané. Quand tu regardes la différence entre il y a un bloc et ce bloc-ci, alors qu'on a quasiment rien changé au niveau de l'entraînement, voire on était plus light parce que du coup, il y a des petites douleurs, des trucs comme ça. Tu t'es investi un peu plus. T'as moins mis 100% de ton investissement sur l'entraînement et t'as mis peut-être, comme on a dit, 50 sur l'entraînement, 50 sur l'alimentation, beaucoup, sommeil, etc. Faut se souligner, je tiens à préciser aussi, je suis quelqu'un qui était très fêtard aussi. C'est-à-dire, je sortais beaucoup. Alors, faut préciser je sortais pas non plus. Faut préciser que tu buvais pas, donc ça aurait pu être pire encore. Mais forcément, en termes de rythme de sommeil, je suis pas très bien placé pour parler. Oui, mais toi, t'as tes heures de sommeil. C'est vrai. Et toi, t'as toujours le même rythme. Non, plus sérieusement, je sortais pas mal. J'ai eu une période, la période post-comp justement, où je sortais peut-être 2-3 fois par semaine. Parce que inversement, j'allais au taf sous 2 heures de sommeil. Avant la comp, je t'avais justement tiré les oreilles un peu en mode, ok, là, gros, il reste un mois, va falloir que tu sois sérieux et je compte sur toi pour pas sortir. Justement, chose qui a été faite. Il y a une sorte un peu de frustration, comme au final quand tu te. Frustration, mais je m'y suis fait en fait. Oui, mais du coup, forcément, ça accumule un peu de. Tu sais, du coup, t'avais envie de compenser ça derrière, un peu comme au final quand tu fais un déficit ou quand tu manges un peu moins, tu peux avoir une sorte de frustration. Je me suis dit, ok, j'ai pas de ça, tant pis, pas tant pis, mais d'un côté, tant mieux, je vais me focus à 100% à l'entraînement, je vais me donner à fond, toute ma haine, je vais la mettre dedans, et je vais tout mettre dans cette prépa, tu vois. Et la redescente post-comp, ça m'a fait faire. En fait, encore une fois, ça m'a fait faire des conneries, mais qui m'apprennent la vie, justement.
Du coup, t'as gagné en maturité là-dessus. J'ai commencé à sortir 2, 3, des fois 4 fois par semaine. J'allais au taf sous 1 heure de sommeil. Forcément, quand tu t'entraînes après dans la foulée le soir. En soi, je m'entraînais, mais c'est sûr qu'en termes de performance. C'était pas là. J'ai dû enchaîner 1 ou 2 blocs où en fait, les blocs étaient 0 parce que j'avais juste pas l'envie, en fait. Et surtout, en plus, quand tu vois qu'à l'entraînement. Un accident de voiture parce que j'avais pas assez de sommeil. Quand tu vas à l'entraînement, qu'en plus ça se passe pas bien, t'as pas envie d'y retourner parce qu'en fait, là, tu rentres dans un cercle vicieux. Je suis rentré dans une boucle où je me suis dit, en fait, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que je veux vraiment faire ça? Puis après, j'ai pas spécialement eu de déclic ni d'explication. Juste c'est revenu petit à petit. Et parce je me que suis tu dit, mettais mais moins en fait, de stress aussi. Et même, c'est bête, mais mon cercle, il se réduit encore une fois de plus en plus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens avec qui je traîne le plus, c'est vous, en fait, les gens avec qui je m'entraîne. Et je me suis dit, en fait, en dehors d'être des athlètes ou des gens avec qui je m'entraîne, c'est mes potes, c'est mes amis, et même genre, j'adore traîner avec eux, j'adore manger avec eux le samedi soir. C'est pas que des gens de la salle, c'est pas que des randoms qui s'entraînent, c'est notre groupe. En fait, je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que j'ai envie d'être. Genre, j'ai envie de prendre de leur mental, d'apprendre d'eux, en fait. Et je me suis dit, en fait, c'est ça le vrai moi. En fait, c'est pas le mec qui rentre à 5h du matin. Après, je pense que tout le monde a des phases comme ça. Je veux dire, moi, le premier, j'en ai eu il y a quelques années. Mais je pense que, à un certain moment, de mon point de vue, après, pour quand on est dans le monde du sport, t'as besoin d'un peu plus de stabilité. T'as besoin d'avoir un rythme qui est un peu mieux, où tu sais que, en fait, au final, quand tu vas à l'entraînement, quand on se rejoint les samedis soirs, c'est du plaisir aussi, tu vois. C'est genre, on kiffe bien nos moments, tu vois. Donc, c'est comme si on se restreignait pour faire d'autres choses. Mais je pense que ce qui est assez intéressant de voir, c'est que, au final, ce que tu as appris, c'est doser ton engagement et ton investissement sur les différents points. Et ça, c'est un truc que, pour les personnes qui sont débutantes, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne le font pas et qui se mettent que la gueule dedans à l'entraînement et qui comprennent pas pourquoi des fois, c'est bien, mais il n'y a pas que l'entraînement. Je pense que ça doit être par phase. C'est assez intéressant d'avoir ça. Il y a des phases où il faut être matrixé, genre des fois et on le choisit pas volontairement. On le choisit pas spécialement. Genre je sais que moi typiquement post-comp, ma dernière comp qui était infâme, j'ai été très matrixé et je suis là dans une phase où je suis vraiment matrixé parce que j'ai envie de faire mieux. Mais pour autant, comme dit, tout ce qui est les à côté, donc c'est-à-dire nutrition, sommeil, récupération de manière générale, faut quand même y accorder de l'importance. Et pour les personnes qui sont que la gueule de l'entraînement, épargner un peu de stress et d'engagement sur l'entraînement et accorder aussi un peu d'importance sur les autres points. Mais comme on a dit, ça peut être sommeil, nutrition, récupération, mais ça peut aussi être la vie sociale de manière générale. Tu vois, voir des gens, ne pas être enfermé et pas être juste dans la routine sport, boulot ou études, dodo, etc., etc. C'est important de se laisser aussi du champ libre. Surtout pour des personnes, pour moi, qui ne sont pas athlètes de haut niveau. Donc, j'entends un bon niveau national, voire international, qui, elles, sont obligées de faire tourner leur vie autour de ce sport parce que il y a des investissements. C'est leur choix. Il y a du financier, il y a du choix de carrière, des choses comme ça. Pour des personnes qui ont l'AFA comme sport loisir, et je pense que ça va être le cas de 90% des personnes qui nous écoutent, laissez-vous du mou aussi un peu, c'est important. Et sinon, en fait, vous allez juste finir par craquer au bout d'un moment, arrêter complètement l'AFA. Mentalement, c'est super important. Et c'est dommage parce que c'est un très bon sport, mais du coup, il faut savoir y aller avec parcimonie. Tu vois, c'est comme un mec, je sais pas, il fait du foot, il va pas s'entraîner tous les jours 4 heures. Non, tu vois. Genre, il pourrait pas. Et quand il rentre, il va pas regarder des vidéos de foot. Non. Tu vois, genre, c'est pareil. En fait, en FA, c'est un peu ce truc de, tu t'entraînes. Quand t'es sur les réseaux, tu regardes des mecs qui font des perfs. Quand tu rentres, tu regardes ça, et en fait, tu restes dans un cercle où c'est super. Faut savoir se détacher, mais après pas à 100%. Mais... Oui, bien sûr. Et encore une fois, ça dépend des personnes. Tu vois, savoir faire la part des choses. Quelqu'un qui est coach, forcément, il va devoir bouffer de la FA toute la journée. Tu vois, quelqu'un qui est athlète comme ça, c'est important de se détacher un peu, des fois de laisser part à la FA quand vous vous entraînez, et hors FA, genre s'accorder du temps où on pense pas du tout à ça. Parce que ça peut être, typiquement, il y a beaucoup de trucs qui reviennent sur les réseaux, comme quoi ça peut être anxiogène, le fait de se comparer tout le temps, de chercher la performance chez les autres, etc. Donc ça, j'en ai déjà parlé aussi, je crois, dans un épisode. Mais c'est important de se laisser du mou et pas de penser que à la FA tout le temps. Petite pause boisson. Parce que je débite beaucoup, je parle. Ensuite, du coup, là, on a un peu fait le tour de tout ce qui se passait au début. On a parlé rapidement de la comp avant, la comp de décembre. Est-ce que tu peux, du coup, m'en reparler un peu? Donc, on a parlé rapidement de cette rivalité, du coup, avec ce bon vieux Xav, qui a un peu animé, au final, ta prépa. Elle a animé de zinzin. Franchement, prépa de ouf. Et même, en dehors de la rivalité, c'est un mec qui m'a toujours poussé vers le haut et qui a toujours voulu me monter au sommet. Et même, genre, en dehors de ça, c'est une personne extraordinaire. Et le bon vieux Xav, vraiment, j'ai hâte de faire l'épisode avec lui parce que c'est vraiment un bon gars. C'est un crack, vraiment. Et non, il m'a vraiment poussé, il a vraiment essayé de me pousser à mon meilleur niveau malgré notre rivalité.
Et j'ai trouvé ça très C'était cool. Et même, genre, en fait, le premier à t'encourager sur le plateau. C'est con, mais ça reflète juste la personnalité qu'il est, l'homme qu'il est. Après, personne le connaît personnellement. Oui, je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui vont le connaître quand même, parce que je fais pas 10 000 écoutes, mais... Oui, voilà, mais des personnes qui nous écoutent. Mais je pense que justement, pour les gens qui ne le connaissent pas, j'ai hâte de faire l'épisode avec lui, justement pour vous le présenter, parce que c'est vraiment un bon gars, et c'est cool, c'est un gars, il m'a toujours poussé vers le haut, c'était le premier à m'encourager quand je montais sur le plateau. Même si charrier, etc., c'était pour ton bien, entre guillemets, pour te dire, sors-toi les doigts, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et non, en dehors de ça, c'était super cool. C'était une première expérience aussi, du coup. Première expérience, première compétition. Est-ce que tu as eu du stress avant? Est-ce que tu as eu du stress pendant? Tu peux nous décrire un peu ton état, genre, je sais pas, la veille, sur le plateau, une fois que c'était fini, genre ce que tu as ressenti? Alors, la veille, c'est simple. Je crois qu'on s'est réveillé à 7h. Ouais, j'avais la pesée à 8h. J'avais la pesée à 8h. On s'est levé bientôt. Réveil. Pesée 8h, réveil 7h. Durée de sommeil entre 2 et 3 heures. Parce qu'en fait, c'est simple. J'ai commencé à me foutre au lit à 21h, tu sais, pour optimiser au max, sauf que je me suis pas endormi avant minuit. Le stress, déjà ça. Et même quand j'ai commencé à m'endormir, je faisais que me réveiller je dormais 20 minutes, je me réveillais. Avant une comp, c'est terrible, ça. Hein. Vraiment, même moi qui ai fait déjà quelques comptes, alors je dis pas que j'en ai fait 50, mais je crois que j'en ai fait 6 ou 7. Toujours le petit stress, là. Le petit stress. Mais je stressais surtout de mon premier passage sur le plateau. En fait, moi, je me connais, je sais que si mon opener, je l'échec pas, surtout qu'à l'époque, sur mon squat, j'avais quelques... Ouais. J'étais très irrégulier, je pouvais te bouger une 160 RPE en fait, 0, comme je pouvais te la passer à 10. Il pouvait louper un last sass warm-up et me passer une barre qui devait être à 10, à 6, quoi. Donc, en fait, il y avait des grosses irrégularités, autant pas forcément que en termes techniques, mais en termes d'envie, des fois, d'intention que tu mettais dans la barre, etc. C'est ça. Et en fait, je savais que si mon opener, je validais 3 blanches, et ben, ça allait dérouler. En soi, c'est ce qui s'est passé. Je passe mon opener, 160 du coup. Ouais, 160. 160. Toi, tu voulais déjà 167, je t'ai dit. Mon gars, ouais, 170, au final, 170 qui est passé. Ouais, 170 qui passe bien. Et après, on a mis 172. Troisième barre, 72. Ouais. Après, encore une fois, est-ce que 67 aurait été le bon call parce que c'est vraiment fatigué? Ça, dans tous les cas, on peut pas revenir dessus, ça rien de se prendre la tête. Ouais. Je m'en veux un peu avec le recul sur la 72 parce que je me la suis pas donnée. J'ai senti que c'était un peu dur. Je me suis dit, bon, je vais rester en bas. Comme ça, je m'économise pour le terre. On en reviendra après. C'est toujours ce que je dis à mes athlètes, c'est la barre la plus stressante que vous allez avoir sur votre première compétition, c'est le premier squat. Vous allez rentrer sur le plateau, c'est la première fois que vous rentrez sur un plateau, vous avez les arbitres face à vous. Le squat, ça reste quand même un mouvement qui globalement fait peur, entre guillemets. Il y a la barre qui est sur votre dos qui vous écrase, là où sur le développé couché vous êtes allongé et au terre vous devez juste tirer. Enfin, pour vulgariser beaucoup, hein. Mais juste le mec qui tire comme ça, pas de technique. Et en fait, une fois que vous passez le premier squat, généralement vous sentez déjà une redescente en termes de pression. Et une fois que tes squats sont finis, je pense pareil, t'as dû sentir que t'étais déjà bien soulagé, quoi. Même en vrai, après le premier squat, c'était ok. Ouais. Après le premier squat, c'était ok, ouais. Et non, après ça a déroulé. Bench, on a ouvert une fois, 107. Je crois qu'on avait fait 107, 112 et 115 qui n'est pas passé. Encore une fois. 115 qui n'est pas passé, mais qui maintenant bouge à 0. Ouais, bah 115. 3 mois après. On verra si c'est un opener bientôt. Ouais. On annoncera ça après. Mais du coup, effectivement, le bench était plutôt bien. Et le bench, pareil, c'est un peu la période de transition entre le squat et le terre. Vous êtes allongé, vous êtes juste entre guillemets à attendre les ordres, ça c'est assez important. Mais du coup, c'est aussi beaucoup moins, on se hype généralement beaucoup moins en fonction des athlètes, mais au bench, du coup, c'était un peu plus tranquille. Même moins stressant parce que t'es pas face au public. Ouais, tu vois le plafond, tu vois, donc ça va. Et le terre après? Le terre. Alors, on a open à 190. Ouais. Du coup, 190, qui bouge bien. Mais qui bouge, ok, c'est pas incroyable, mais c'est salle de chauffe, déjà, je le sentais déjà à 170 que, c'était pas un très bon jour. C'était pas juste un très bon. En fait, c'était juste ça et j'ai pas fait ça mon excuse, juste, ça peut arriver, tout simplement. Il y a des variations de forme, hein, je veux dire. On l'a dit, le sommeil, ça peut être l'alimentation, ça peut être le stress, ça peut être l'efficience technique sur le jour J, il y a pas mal de points. Je crois qu'on a fait la comp sur la 5e semaine. Ouais, que je tire des blocs de 4 semaines. Ouais, t'es habitué à tirer un peu. Du coup, on avait managé un peu ça parce qu'on n'avait pas l'occasion en fait de faire. Sinon, c'était un bloc de 2 et un bloc de croix, ce qui aurait été un peu. Sachant que le lundi à l'entraînement, j'ai tiré 200 à 10 et du coup, ça m'avait pas mis en confiance. Enfin, 200 à 10, 200 pas au standard et à 10 déjà. Et la semaine d'avant, pourtant, t'avais tiré 200 très bien. 200 à 7, bon standard. Et du coup, j'open à... J'ai l'anecdote en fait, c'est pour ça que Attends, on va la raconter. J'open à 190, du coup, en vrai, la barre passe bien, elle passe à 6-7, en vrai. Ouais, genre, en vrai, tu l'as senti un peu dur, mais objectivement, elle bougeait bien. Vitesse bien. Il y avait 200, c'était sûr. Il y avait 200, normalement. Il y a eu 200. Attends, laisse-moi finir. Déjà, du coup, deuxième barre, au final. Du coup, je passe 190. Je dis à Barna, deuxième barre, on met 200. Je charge 200.
Enfin, je charge. C'est pas moi qui charge. Ouais, mais déjà, la première 200, je crois que t'as fait une meilleure technique. Première 200, en fait, je bloque au niveau des, juste en dessous des genoux. Des genoux, parce qu'en fait, juste, à l'époque, j'arrivais pas trop à gérer mon timing de lock et ma qualité de lock. Ce qui fait que, je me retrouve, soit un peu importé en avant, soit au contraire des appuis. Je me retrouve en avant, etc. Mais après, ça, c'est du détail technique, en soi. Je suis resté bloqué au niveau des genoux, je lâche la barre, frustré, mais je me remets dedans. Du coup, on garde 200 en troisième barre, évidemment. Et en fait, vraiment, je rigole parce que je sais très bien, j'ai encore la scène devant moi. En fait, j'ai surtout je comprends pas, et après je comprends, donc je te laisse expliquer ça. En fait, je me hypais beaucoup, j'avais mes AirPods, j'étais vraiment dans ma bulle, je me tapais la tête contre le mur tellement, pour moi il a fallu, je voulais valider 200 comptes. Me taper la tête contre le mur, l'ammoniaque sur le crâne. SO à Rousseau s'il écoute. le MTS original de ma boule. Non, je me hypais comme un zinzin. Et Barna, il me tape l'épaule. Il me fait, faut y aller là. Je dis, comment ça, faut y aller. Et je vois que sur le compteur, je suis déjà à 40, il me reste 47 secondes. Ouais, donc ça faisait déjà 13 secondes que barre chargée était annoncé déjà. Du coup, j'étais comme un zinzin, je fais, oh, la dinguerie. J'enlève les AirPods, je lui passe les AirPods et mon bigot. Je prends l'ammoniaque, une grosse cartouche, mais comme j'ai jamais pris une cartouche comme ça. Une dose, hein. Mais vraiment une dose de zinzin. J'arrive sur la plateforme, je place mes pieds, je mets la ceinture, je commence à slack la barre. Je sens que ça glisse un peu. Vas-y, attends, termine, après t'expliques le pourquoi du comment. Je sens que ça glisse. Du coup, je me mets à slack. Je prends un gros brace, je slack, je décolle la barre monte, j'arrive à bien lock les genoux, je vois le grind, la barre qui glisse sur mes cuisses, du coup, mais sans appui, juste je lock les genoux, ça glisse. Tu lock la barre, j'arrive en haut, je lâche un grand smile. Et au moment où il faut prendre le down, au moment du down, la barre qui me lâche des mains. Et en fait, c'était la première fois, en fait, en un an de suivi, c'est la première fois que mon grip lâche au terre. En hook. Et ça lâche au mauvais moment. Et en fait, j'avais juste pas mis de magnésie. J'ai privilégié l'ammoniaque à la magnésie. Et moi, au début, je comprenais pas. Et après, il sort du plateau, il me dit, gros, j'ai oublié la magnésie. Je l'ai insulté, j'ai dit, putain, espèce d'enculé. Et du coup, voilà, au final, il loupe sa 200 là-dessus. Ce qui aurait validé 4,82. Et du coup, t'as validé 4,72,5. Ouais. À l'entraînement, oui, à la compétition. Du coup, en fait, le duel avec Xavier, sachant qu'ils font pas le même poids, ils se sont dit, Xavier était joueur, il lui a dit, bon, écoute, on va se challenge à la charge absolue. Donc, c'est-à-dire en mode... Xavier m'a été à la charge, le PDC. à l'indice, tout. Partout. Et donc, Xavier, j'en ai parlé rapidement dans l'épisode sur Hunter Carmen, je pense qu'on reviendra dessus quand il sera là, parce que je pense que c'est quand même une belle anecdote de comp. Xavier qui sort 500 tout pile avec un 9 sur 9, un match de zinzin, il me sort 2,30 au terre en dernière barre, qui grind de fou, il gagne le meilleur prix du terre, c'est 2,15 à l'entraînement. C'était 2,15 genre 5 jours avant. Voilà. Thomas, Xavier, c'est ce que j'ai dit, le jour J était injouable. Quand j'ai vu le regard de Xavier sur sa 2,30, j'ai compris que j'avais affaire à un monstre le jour J. Il avait chargé sa barre. En plus toi t'étais là, en plus j'ai fait chargeur parce que t'as tiré le samedi. J'ai tiré le samedi, Xavier. Et le dimanche t'as aidé à spot charger. Oui, mais Xavier a tiré le samedi après-midi. Et moi le samedi après-midi, j'ai ah oui, pardon, oui. Mais le dimanche aussi, j'étais là pour charger. Et du coup, c'est vrai qu'il a bien aidé là-dessus. Et même, en vrai, tu vois, c'est ce qu'on disait, la bonne rivalité, ça se voit quand Xavier grind de squat, quand Xavier grind de bench. J'étais le premier à hurler dessus. Tu vois. Et c'était vraiment cool parce que, encore une fois, on voyait qu'il y a cette rivalité. Mais là, c'était en mode, tire ce qu'il faut. C'est pas, je veux que tu loupes ta barre, c'est, moi, si je gagne, c'est parce que je mets plus et pas parce que quand 2,30 était chargé, vu que moi, j'ai chargé le côté droit de la barre, et moi, j'étais du côté escalier, par là où il montait. Je lui dis, elle est pour toi. Non. La 2,30. J'étais hypé pour lui, mais après, j'étais content. Parce qu'en fait, je voulais qu'il ait 500. Parce qu'encore une fois, c'est un ami aussi. Tu vois. Donc, tu veux pas qu'il loupe une barre, et dans tous les cas, il t'avait déjà été un nom. Dès l'opener, c'était fini. De 17, non, dès l'opener, il gagnait. Ah oui, bon. Même ce soir, il a sorti PR squat, PR terre, PR bench, partout. Bench, il a fait quoi? 105? 102. 102. De toute manière, je l'ai dit, hein, on reviendra dessus. Xavier a fait un match, il était injouable, le jour J, vraiment. Sortir 500 alors que son meilleur taux d'entraînement, ça devait être quoi? Ça devait être du 470 peut-être. 480, ouais. Ouais, donc PR plus 20, PR plus 15 autres. C'était vraiment. J'ai perdu des cordes vocales. Oui. Mais en tout cas, c'était très très cool. Et comme dit, le fait qu'il y ait eu ce petit challenge pour une première compte, ça a permis de quand même de te motiver, de te mettre dedans et de te donner un petit goût supplémentaire. Et en plus, ces deux zinzins là, ils avaient parié quoi?
ils avaient parié que le perdant... Là, il n'y a pas la vidéo, là. Ouais, on peut pas montrer en vidéo. Dommage. Bah, allez voir sur son Insta. Il mettra. Je crois, ouais, je l'ai. En vrai, tu mettrais une story, sinon quand je publierai le podcast, pour que les gens puissent aller voir. Bah, en fait, c'est simple. Là, sur mon Instagram, dans ma bulle Tats, bah, il y a tous mes tatouages, dont SO Lichard qui m'a fait le tatouage. Et du coup, on voit le total de Xavier sur ma cheville. En gros, celui qui perdait se faisait tatouer le total de l'autre. Heureusement, t'as eu 500 et c'est assez rond. Et pas 4,82 quoi. Ouais, putain, ça aurait été. T'imagines genre 4,67,5. Autant 500, vas-y, tu peux trouver des significations. 4,62,5, tu trouves pas de signification. Mais du coup, ces 500 de base, ça devait être juste à se raser le crâne, se raser la barbe. Et c'est fou, ils ont commencé à parler de tatouage. J'étais en mode, je me dédouane de ça, moi, les gars. Je ne touche pas. Surtout que Xavier, ça aurait été son premier tatouage en plus. Ouais. Putain. En tout cas, c'était une excellente expérience, vraiment. Ah, le Silent Worker Meet, bah, encore une fois, meilleur événement de France, hein. Que dire de plus? L'ambiance pour une première comp, les gars. Allez-y. Ouais, ceux qui n'ont toujours pas fait de comp. Franchement, si vous arrivez à faire genre... déjà, faites une compétition, c'est la première des choses. Et si vous arrivez à faire le Silent Worker Meet, ouais, c'est pour moi la compétition qui est la mieux organisée de France et ça se classe très très bien au niveau mondial. C'est zinzin, vraiment la hype est terrible, l'organisation est démentielle, genre tout est vraiment très carré. Silent Worker qui font un taf de fou zinzin. Non les gars, il n'y a pas de niveau pour faire une compétition SO à Uber. Exactement le petit pic que des SO. Gros. Mais oui, n'attendez pas d'avoir un niveau entre guillemets parce que ça. En fait, c'est surtout pour tester ses standards déjà une première compétition. Et même voir pour moi tout simplement si t'aimes bien. En fait, il y a des gens qui aiment bien la F1 mais qui n'aiment pas la compétition. Il faut découvrir si t'aimes bien ou pas. Ouais. Tu vois. Genre j'ai des athlètes qui ont fait une compétition qui sont en mode bon bah j'aime bien la FA. Mais les compétitions, c'est pas mon truc. Et c'est ok. Tu vois, c'est moi, pas c'est grave en bas. Je pouvais en faire. Ouais, moi aussi, j'aime trop. Ouais. Mais en fait, justement, c'est d'autant plus satisfaisant. Plus, genre, tu fais des prépas longues et plus quand t'arrives le jour J, bah, c'est frustrant si tu fais de la D, mais si tu réussis à bien, tu concrétises, quoi. Ouais. Donc, bon, écoute, pas moi. Pareil, hein, écoute, j'ai bien fait de la merde, hein. Mais, non, du coup, en vrai, première comp qui, c'est au final, bonne expérience, au final. Non, bonne expérience. Même si le résultat était pas attendu. Le résultat n'est pas là parce au final, le résultat, c'est secondaire. Le résultat est secondaire parce que ça m'a fait apprendre des choses et même j'ai juste pu découvrir ce qu'était le monde de la compétition, ce qu'était une prépa sur 3 mois parce que là du coup on a mis notre prépa mais elle est un peu plus courte. On en parlera un peu plus en détail après. Ouais. Et moi je me souviens même que malgré le fait que du coup t'aies loupé ton dernier terre, que au final t'as pas fait une compétition incroyable, t'as fait une bonne compétition mais t'as pas fait une compétition incroyable, tu m'as quand même dit j'ai kiffé. Genre en mode quand t'es sorti du plateau tu m'as dit bah en vrai j'ai kiffé. Quand tu veux en refaire. Ouais c'est ça tu vois. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Mais vraiment ce truc de bah surtout je le connais. Généralement quand les choses se passent pas bien à l'entraînement, il est toujours un peu ça. On en parlera aussi rapidement après. Ouais, on a beaucoup de choses à reparler. Ouais, en vrai il y a 2 heures encore. Mais quand il m'a dit tout de suite après bah j'ai kiffé l'expérience et j'étais en mode ok bah déjà c'est bien et je sais que il se relancera dans d'autres prépas. Je le savais tout de suite après le Silent. Du coup bah justement en parlant de prochaine compétition. Est-ce qu'il y a des choses qui se disent? Dis-moi tout. Est-ce que tu as une prochaine compétition de prévue, même si tu n'as pas la réponse? Prochaine compétition de prévue, évidemment, soit le 27, soit le 28 avril. Ouais, du coup, c'est le Grand Prix de printemps du Cress. Ouais, c'est si ça. je dis pas de conneries, c'est allemand. C'est ça, exactement. Et voilà, du coup, je me suis inscrit quand c'était lundi. Semaine dernière? Ouais, c'est tout récent. Ouais, début de semaine, là. Après, par rapport à quand sort le podcast, je sais pas. Je rigole, t'annonces tout ça et ton inscription, elle est refusée. non. Pas parce que faut savoir, je suis toujours en attente de validation. Du coup, mais après, ça, c'est pour tout le monde. Comme dit, il y aura pas de souci. Voilà. Et donc, deuxième compétition. Ouais, du coup, là, on est charbon, quoi. Ouais, et tout à l'heure, on s'est fait le bloc de la comp. Le bloc numéro 11, hein, au final. C'est ce qu'on disait avant, ça fait 1 an de suivi, ça défile assez vite. Et comment tu te sens, là, à 1 mois de la compétition? Dos bousillé. Bah, la routine, hein. Non, c'est ça la mentalité Kaizen après tout. Non, plus sérieusement, il y a 3 semaines, en fait, c'est un peu au niveau. Ouais, j'ai pris. C'est carré des lombes un peu, c'est un petit mélange entre une sciatique et un blocage. Je suis 0, mais. Je vois ça. C'est un petit blocage au niveau du dos, un peu la même chose qu'au final, moi j'avais. Bassin, lombaire, mais du côté droit. Ça fait partie du truc. On va bien manager. En fait, c'est comme si c'était un peu bloqué. Puis ça m'a fait ça il y a 3 semaines. Ça a mis par contre à peu près 5 jours, 1 semaine à guérir. Enfin, guérir avant de plus rien sentir. Et là, ça m'a relancé après mon SBD du lundi. Donc là, on est le vendredi. Et il faut savoir que hier, mercredi, j'avais SBD et je ne pouvais. Ouais, t'étais bien. En fait, j'ai fait 2 séries de squats. Je pouvais pas continuer.
et j'ai pas terre, j'ai juste fait du bench. Et Genre, on va bien soigner ça, on va y aller assez conservateur sur cette mercredi, j'arrivais même pas à attraper une plaque par terre, juste me baisser, c'était compliqué, il fallait qu'on me charge mes barres. Et hier, du coup, l'entraînement du jeudi, ça allait. Quasiment plus rien. Bon, je sentais quand même, mais j'arrivais au moins à plaque 70, tu vois. Et là, en vrai, on va revenir, on a un petit mois, physiquement, c'est peut-être pas au top, mais mentalement, tu te sens comment, là? T'as la dalle pendant un mois? T'as la grinta, comme on dit? Parce que là, du coup, là, j'ai pour objectif, du coup, de faire 500 plus en comp. Il y a une revanche à prendre, là. Manière d'être. Au moins 500, même si Xavier ne participe pas, j'aimerais au moins faire officiellement plus que lui. Vous referez un duel un de ces jours. Je pense que ça sera ni le premier, ça sera le premier, mais ça sera pas le dernier en tout cas. Ouais. Donc hâte de voir ça. Donc rendez-vous dans 4 semaines, un tout petit peu plus de 4 semaines. Je pense que pour ceux qui me suivent, je vous tiendrai informé évidemment des résultats, je repartagerai ce qu'il fait, etc. Donc hâte de voir ça, la grinta, comme on dit chez nous. Du coup, en parlant de grinta, justement, moi, c'est des petites questions là que j'ai envie de poser aux athlètes qui vont venir. C'est quoi ta musique de hype ou ton style de musique? Genre, la musique où tu sais que quand tu dois te la donner et genre foutre un groupe R, celle-là, elle te transcende, elle est là, Moi, j'ai toujours été très musique de film, mais après, je me permets, j'ouvre un peu Apple Music. Ah ouais, il va te checker. Je vais checker. Non, j'ai ma petite playlist. Après, généralement, je suis toujours très musique de film. Après, j'ai été matrixé par BMTH, donc Soloic et Lisha. Non mais ça, tout le monde s'est fait matrixer par BMTH à la zone, vraiment, ils ont un rinté dans nos têtes. Coco qui commence à me matrixer avec Hatebreed. Non mais non, ça par contre, je te jure, c'est vraiment bien. Ouais, bien. Non, en vrai, plus sérieusement, tout ce qui est musique Star Wars, musique de film et tout, je kiffe, c'est grave mon bail. Chacun un peu ses petits trucs. Globalement, on écoute quand même pas mal de choses. Hein. Moi, mon truc, c'est plus les musiques de films, donc tout ce qui est Star Wars, un peu Spider-Man, Batman et tout. Donc, si tu conseilles à des gens qui cherchent de musique pour ce hype, on va faire une playlist avec tous les... Playlist, c'est simple. Samuel Kim, qui fait des remixes de Star Wars. Vous tapez Samuel Kim, c'est un artiste. Et il fait plein de musiques de films, même musique d'anime et tout, il fait tout. Ouais, ça, c'est des vrais bangers. En vrai, de base, je suis pas très là-dedans, mais musique de film, moi je suis plutôt du côté de Hans Zimmer. Hans Zimmer, j'aime beaucoup. C'est un peu Damien qui m'a mis dedans. Quoi. Tout ce qui est Batman et tout, c'est Hans Zimmer aussi. Moi j'ai John Newton. Man of Steel, ce genre de trucs. Ouais, moi je suis plus le vrai Superman, années 80. Le OG. Mais du coup, ouais, je pense qu'on va peut-être faire une playlist d'ailleurs avec tous les invités qui passent, petite playlist mixte, chaud. Donc voilà, au final, ça nous fait un petit épisode. On a quand même parlé 1 heure. C'est passé assez vite. Et pour un premier podcast, une première interview, je pense que ça s'entend que même au bout de 1 heure, je suis encore un petit peu stressé. Ouais, mais c'est normal. Genre mais même en dehors de ça, j'ai toujours eu des soucis d'élocution et de bégaiement dans ma vie, même si ça va un peu mieux. Donc allez le vanner. Quand j'avais 10 ans, c'était vraiment chaque mot un bégaiement. Alors que là, c'est un mot sur 2, ça. Non, mais du coup, en vrai, comme dit, c'est pas très grave. Non, du coup, le track un peu au début, mais après, là, ça va, là, c'est assez fluide. Ça t'a plu pour une première expérience? Pour une première expérience, ouais. À refaire. C'est carré? Ok, Parole d'athlète numéro 20. On se revoit dans 3 ans. Dans 3 ans. Non, mais en vrai, ça peut être intéressant. Je comptais aussi peut-être faire des formats avec plusieurs de mes athlètes, si je peux, pour discuter de plusieurs sujets. Mais en tout cas, très content de ce premier épisode et je trouve que ce format est plutôt cool. Ça permet d'aborder différents points, de vraiment créer une discussion et surtout, comme je l'ai dit la dernière fois, je préfère maintenant faire des podcasts à plusieurs que tout seul. Parce que c'est vraiment une discussion et je trouve même pour les auditeurs, c'est plus facile à écouter. C'est vraiment, on se croirait avec nous. Donc, en tout cas, très, très, très content. J'ai hâte déjà de tourner le prochain, alors que ça fait un moment que j'avais pas tourné de podcast. Donc là, l'heure où nous écoutez, on est le 29/03, donc ça sortira probablement dans le week-end, je pense. En tous les cas, je vais partager ça tranquillement. Et puis du coup, passez une bonne journée. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci de l'invitation. Et au plaisir. On se revoit très vite et on vous tient informé en avril s'il fait une dinguerie ou pas. 500 plus, on a dit. On a dit, retenez. S'il fait pas 500, vous allez tous dans les DM. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde.